Faut vraiment que je change d'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Gotham. De Gotham, merde. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Série Review sur Gotham. Je ne pouvais pas parler de DC sans parler de Gotham. Et d'Arrow? Non, ta gueule. Alors, Gotham, c'est très simple. C'est l'histoire de... Batman? Non. De... Catwoman? Mais non. Le Joker, Harley Quinn et tout? Non. Pour tous ceux qui pensent que Gotham parle de Batman et se rendent compte après avoir regardé la série que ça n'a rien à voir avec les films ou les comics, non. Gotham ne parle pas de Batman. Gotham élargit l'univers de Batman, ça à peu près une vingtaine d'années avant que ce justicier n'apparaisse, quoi. Et a pour personnage principal... Bruce Wayne? Gotham raconte l'histoire, en gros, de James Gordon à son arrivée à Gotham, donc c'est pas sur Batman. Créé en septembre 2014 par Bruno Heller, le créateur de la série Mentalist, qui a quand même duré 6 saisons, hein. 7? Ta gueule. Et distribué par la chaîne américaine de la Fox. Gotham est donc la seconde série d'ici après la recréation de l'univers d'ici, après donc Arrow et avant The Flash. Gotham n'a rien à voir avec les autres séries d'ici actuellement en production et le fait qu'elle soit créée par Bruno Heller y importe beaucoup. En effet, on y retrouve bien sa patte notamment présente dans Le Mentalist, où on peut y retrouver certaines similitudes, autant dans la profondeur psychologique des personnages ou dans la continuité des enquêtes qui au fur et à mesure deviennent de plus en plus complexes, ce qui tend à rappeler un peu les enquêtes qu'a Patrick Jane avec John le Rouge. Un des acteurs du casting de Mentalist y fait aussi apparition, Drew Powell, soit l'agent Smith dans Mentalist, qui est à présent Butch Gelsin dans la série. Alors, ce premier épisode commence sur Selina Kyle, aka future Catwoman, qui est une adolescente errante et qui, pour sa première apparition, petit A, tente de se prendre pour Batman parce qu'on est dans une série nommée Gotham, petit B, essaye de se suicider le sourire aux lèvres, petit C, compte sur le fait qu'on soit dans une série pour ne pas être blessé par une chute de 50 mètres. Celle-ci tailla d'un sac en papier afin de récupérer du lait, car c'est un chat, et vole très discrètement le portefeuille d'un passant. Selina arrive à s'enfuir aisément. Arrivant dans une ruelle, Selina donne un peu de lait à un chat. Pause. C'est moi où la bouteille de lait était pratiquement vide alors que quelques secondes avant elle était totalement pleine. Eh oui Michel, il fallait le voir. Ah merci Michel, ça fait vraiment du bien d'être soutenu. Selina voit alors la famille Wayne arriver et se planque au premier étage au-dessus. Quand un voleur vient les racketter, il les abat froidement, laissant Bruce seul devant le cadavre de ses deux parents. Et là, Bruce pousse un cri terrifiant de l'enfer infernal. Ce qui explique probablement sa future voix majestueuse. Laissant pour seul témoin oculaire de la scène, Selina. Au commissariat de police de Gotham, la GCPD, un prisonnier se rebelle et prend en otage une policière. Le nouvel arrivant à Gotham, le détective Jim Gordon, un homme droit qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, honnête et déterminé à vouloir faire régner la justice, le stéréotype parfait du bon flic quoi, sauve rapidement la situation, ce qui nous permet d'introduire le personnage principal de cette série, à savoir Jim Gordon, ainsi que son collègue Harvey Bullock, un homme assez lâche et relativement castrateur. Jim et Harvey sont appelés pour un double homicide qui s'avère être ceux des parents de Bruce. Harvey demande au flic sur les lieux de donner l'enquête au crime majeur, ne voulant pas s'attirer d'ennui, ce à quoi le policier rétorque que c'est son affaire de toute façon, vu que Gordon est déjà en train de parler à Bruce. C'est alors que Gordon fait la promesse qui va directement le lier à Bruce. I promise you, I will find the man who did this. Retour au commissariat pour analyser les armes collectées, ce qui nous permet d'être introduit à un antagoniste reconnu dans les comics de Batman, Edward Nygma, ici analyste criminel et comme dans les comics fan d'Enigma. Enigma. T'as compris hein, t'as compris? Jim et Harvey, non contents de n'avoir plus de pistes que ce qu'ils n'ont, c'est-à-dire rien du tout, rend visite à Fish Money accompagné du très attendu Oswald Cobblepot, le pingouin, fidèle larbin de cette dernière, pour l'instant. Ainsi que le gros psycho de Mentalist. Fish va dire bonjour aux deux gaillards quand Jim entend des bruits suspects à l'extérieur. Harvey lui conseille donc d'aller voir si quelqu'un tient à porter plainte et va voir ce qu'il s'y trame. Il interrompt alors de vilains petits chenapans qui ne cherchaient qu'à s'amuser. Jim, visiblement remonté contre Fish, rentre chez lui accueilli par sa compagne, une blonde trop stéréotypée femme fatale pour que ça puisse être crédible en femme au foyer, et baise sous le feu de la passion, pendant qu'Harvey lui dit par téléphone qu'il a une piste et lui demande de le rejoindre. La piste de Jim nous fait remonter à un mec qui s'appelle Mario Pepper, essayant de vendre le collier que portait Martha Wayne le soir de son meurtre. Jim et Harvey vont donc l'interpeller, et c'est alors qu'on voit la future Poison Ivy qui se présente. Jim tente d'interroger Pepper avant que ce dernier s'échappe par la fenêtre de son appart, et s'ensuit une course-poursuite à l'ancienne sur les toits de la ville. Après les habituels détours dans les usines textiles et dans les cuisines lors d'une course-poursuite à pied, Jim et le vilain petit délinquant possédant un couteau tentent de l'attaquer à la sortie du restaurant. Après cet incident, la GCPD retrouve le collier de Martha Wayne chez Pepper et sont à présent adulés pour avoir apparemment résolu l'enquête Wayne, mais en fait pas du tout. C'est alors que le pingouin révèle des informations qui tenteraient à prouver que Fish a piégé Pepper. L'agent qui a reçu l'info rend visite à Barbara pour lui dire que Jim n'est pas quelqu'un de bien,
pensant qu'il a quelque chose à voir avec la mise en scène de Fish, Barbara demande subtilement. Did you frame Mario Pepper? C'est alors que Jim interpelle Montoya sur les marches du tribunal. Sachant désormais que Pepper a été piégé, Gordon retourne poser des questions à sa veuve femme en lui demandant s'il peut voir ses chaussures. Jim remarque effectivement que Pepper a été piégé. Jim, voulant en savoir plus, va voir Fish et l'interpelle, lui demandant de quoi ils avaient parlé avec Bullock, pensant qu'il est lui-même dans le coup, quand ce dernier a un mauvais feeling et attaque les 2 gardes du corps, mais se fait assommer par Fish. Jim est transporté dans un entrepôt quand soudain arrive Harvey, prêt à sauver son partenaire en demandant à Fish par téléphone de ne pas tuer, ou il se verra obligé de s'en prendre à elle. Fish ordonne alors à Butch de le prendre avec Jim. Enfin, de le prendre... Enfin bref. Fish sait qu'Oswald l'a trahi car il est le seul à l'avoir vu avec les perles dans sa possession et le tabasse gentiment. Alors que le bourreau s'apprêtait à s'amuser avec les 2 flics, l'escouade de Falcon arrive régler ce petit différend. Falcon explique à Jim qu'il connaissait très bien son père et que c'est la seule raison de pourquoi il est encore en vie. Il explique également qu'il n'a pas fait tuer les Wayne, mais qu'il fallait une justice vite rendue pour que la population se sente en sécurité, et c'est pourquoi il a dû sacrifier Pepper. Après cette petite péripétie, Bullock amène Gordon sur un port, en lui disant qu'il doit mettre une balle dans la tête de Cobblepot afin de faire entièrement partie du programme. Une sorte de pacte créé entre la police et le gang de Falcon. Harvey le convainc de le faire alors, le gang pourrait remonter à Barbara pour la buter. Alors que Jim amène Cobblepot au bout du pont, celui-ci lui dit que Falcon perd du terrain, et que les autres gangs sont affamés, qu'il y aura bientôt une guerre et que le sang coulera dans les rues. C'est alors que Jim décide de lui laisser la vie sauve à condition qu'il ne revienne plus jamais à Gotham. Et l'épisode se termine sur Jim qui dit à Bruce qu'en fait non, c'est pas le bon tueur, et c'est Lina qui espionne bien gentiment Bruce. Mais en fait non, il se conclut par la pseudo-renaissance de Cobblepot qui assassine froidement un pêcheur car elle avait un sandwich. Au final, Gotham dépasse de loin ce qu'on pourrait penser d'une série lambda style Les Experts à Manhattan ou NCIS. Chaque épisode fait avancer l'intrigue principale ainsi que le fil rouge de la série, à savoir l'ascension du pingouin qui franchement fait plaisir à voir quand on a été habitué pendant des années aux pingouins burlesques précédents. La complexité dans laquelle est mise en œuvre l'univers de Batman à ses débuts est parfaitement cohérente et tout au long de la série, tout est clair et bien expliqué pour que l'on puisse comprendre les enjeux et les conflits entre les personnages. Aucun de ces personnages n'est inutile ou n'est superficiel, chacun d'eux représente une vision de la vie qui les représente et les caractérise. Jim veut faire régner la loi et la vérité sur Gotham, peu importe le prix que ça lui pourrait lui coûter sur son humanité ou sur ses principes. Bruce veut venger son père et rebâtir peu à peu l'empire Wayne que son père a laissé derrière lui pour mener lui aussi sa justice dans ce monde, et Barbara, elle... Ouais, en fait, non. Une chose importante dans l'univers d'ici ainsi que les thématiques de Heller est la transformation. Tout au long de la série, on va assister à la transformation de nombre de leurs personnages, autant au niveau de leurs principes que dans leur but. L'évolution des personnages est aussi bien dosée, comme celle de Jim, de Fish, mais surtout d'Edward Nygma en fin de saison. On se retrouve souvent plongé dans la tête des personnages le plus près d'eux-mêmes, ce qui est aussi nécessaire à l'empathie. Parce qu'après tout, contrairement aux films, on fait des séries pour qu'il y ait un grand scénario, un truc qui s'étende sur des années, etc. Parce que imaginez si Game of Thrones était sorti au cinéma avec un film par bouquin, ça serait inconcevable. Parce qu'avec le scénario et la réalisation, ce qui nous fait vibrer à travers une série, c'est bien ses personnages, et l'empathie qu'on a pour eux. On a beau faire une série avec les pires tueurs comme dans Dexter ou dans Hannibal, qui repoussent notre rapport à la morale et à l'humanité de chacun, tant qu'on reste proche des personnages et que de l'empathie est créée, et ben on kiffe nos races. Peu importe qui nous suivons, si c'est bien fait, alors c'est apprécié. Et Gotham est un bon exemple de tout ça, hein. Bon, pas le meilleur, mais ça reste un bon exemple. Malgré de nombreux doutes sur ce qu'allait devenir Gotham, c'est-à-dire un Arrow démuni de super justiciers et blindé de fanservice, au final il en ressort une série fort sympathique avec des personnages tous plus sympas à suivre les uns que les autres et un scénario relativement intriguant qui nous fait tenir en haleine depuis ses premiers épisodes. Bon bah voilà, l'épisode 2 s'arrête ici, hein. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Hein. Ah, c'était vraiment de la merde! La merde quoi, la bonne grosse merde. Ferme ta...